Il a attaché son propre fils de 2 ans au bord de la falaise et personne n'a eu le courage de l'arrêter. Mais alors que tout semblait perdu, un cheval blanc est apparu de nulle part. Et ce qu'il a fait à ce moment-là a tout changé. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et découvrez comment un acte de courage silencieux a défié l'impossible. Le matin s'est levé doré sur les montagnes de la Serra da Mantiqueira, dans le Minas Gerais. Les premiers rayons du soleil illuminaient l'imposante ferme Serra Dourada, une propriété qui s'étendait sur des hectares de terre fertile et de vallées verdoyantes. La rosée couvrait encore le pâturage, où le bétail paissait paisiblement, tandis que les employés commençaient leurs activités quotidiennes. Au centre de tout cela se dressait un manoir de style colonial, avec de grandes fenêtres et un balcon qui faisait le tour de tout le bâtiment. C'est là que vivait Augusto Mendonça, un homme dont le nom apparaissait rarement dans les gros titres des journaux, mais qui était connu et craint dans les coulisses du pouvoir à Brasilia. À 57 ans, Augusto cultivait une image publique d'homme d'affaires prospère et de philanthrope discret. Ses investissements allaient de l'agriculture à l'exploitation minière, et son influence politique était notoire, même si elle s'exerçait dans l'ombre. Ceux qui ne le connaissaient que de vue le décrivaient comme un homme réservé et élégant, toujours vêtu de costumes bien coupés, même lorsqu'il était à la ferme. Ses cheveux gris et son port fier lui conféraient une aura de respect. Mais ceux qui vivaient avec lui au quotidien connaissaient une autre facette, l'obsession pathologique du contrôle, qui confinait au délire. Ce matin-là, Augusto observait le paysage depuis le balcon principal tout en buvant son café. Son regard semblait perdu dans les montagnes lointaines, mais son esprit était occupé par des pensées sombres. À côté d'elle, une femme indigène d'âge moyen, Jurma, essayait de nourrir un garçon de 2 ans qui refusait de manger. « Viens, Pedrino, encore une cuillère pour faire plaisir à Jurma, dit-elle d'une voix mélodieuse. Le petit Pedro était le fils unique d'Augusto, fruit d'une relation éclair avec Mariana Bueno, une jeune biologiste et militante environnementale qui avait croisé son chemin lors d'une manifestation contre l'un de ses projets miniers. L'histoire d'amour improbable entre le puissant agriculteur conservateur et le jeune écologiste idéaliste avait surpris tout le monde. Et ce qui fut encore plus surprenant, ce fut lorsque, quelques mois plus tard, Mariana annonça sa grossesse. Auguste, qui avait déjà connu 3 mariages ratés sans pouvoir avoir d'enfant, vit dans cet enfant l'opportunité d'avoir enfin un héritier pour son empire. « Monsieur, le café est-il à votre goût ?» demanda Josefa, la gouvernante qui travaillait pour la famille depuis plus de 2 décennies. « Il fait froid, » répondit-il sèchement, sans quitter les montagnes des yeux. « Je m'excuse, monsieur. J'en prends un autre tout de suite. » La femme prit rapidement la tasse et s'éloigna la tête baissée. Il était courant pour Augusto de trouver des défauts à tout et à tous ceux qui l'entouraient. La perfection était son obsession et rien de moins n'était acceptable. « Jurma » appela-t-il finalement en se tournant vers l'enfant et la nounou. « Emmenez Pedro à l'intérieur. Je veux qu'il soit prêt à 9 heures. Allons nous promener. » Jurma déglutit sèchement. Il connaissait bien son patron et savait qu'il y avait quelque chose de différent dans son ton de voix ce matin-là. « Oui, monsieur Augusto », répondit-il en prenant le garçon et en l'emmenant dans la maison. Dans la grande salle, d'autres employés vaquaient déjà à leurs tâches quotidiennes. Ils nettoyaient les meubles anciens, polissaient l'argenterie de la famille, disposaient les fleurs dans les vases en cristal. Tout devait être parfait, sinon ils s'exposeraient à la colère d'Auguste. Parmi eux, on murmurait que le patron était de plus en plus maussade depuis l'accident qui avait tué Mariana 8 mois auparavant. Un tonneau sur la route sinueuse menant à la ville la plus proche a laissé des cicatrices physiques sur Mariana, qui se trouve désormais dans une clinique de rééducation en Suisse, selon la version officielle. Mais les rumeurs parmi les employés étaient différentes. Donna Jurma, la patronne a encore ce regard, a commenté Zeka, l'un des plus anciens employés de la ferme, tandis que la nounou passait avec le garçon. Mieux vaut garder un œil sur le petit. Jurma hocha simplement la tête discrètement. J'ai partagé la même inquiétude. Depuis l'incident avec Mariana, la relation d'Augusto avec son fils a changé. Ce qui avait été autrefois une obsession de faire du garçon l'héritier parfait semblait désormais être un mélange de fascination et de ressentiment. Parfois,
Elle surprenait son patron en train de regarder l'enfant comme s'il voyait le visage de la mère en elle, et cela la troublait profondément. Dans la chambre luxueusement décorée, sur le thème du safari africain, une extravagance sur laquelle Augusto avait insisté contre la volonté de Mariana, qui préférait les motifs de la faune brésilienne, Jurma préparait le petit Pedro. Elle l'habilla de vêtements légers, adaptés à la chaleur de la région, et peigna ses cheveux noirs et bouclés, si semblables à ceux de sa mère. « Où allons-nous, Jus » demanda le garçon, avec la curiosité typique de son âge. « Ton père veut t'emmener faire une promenade, ma chère » répondit-il en essayant de sourire, mais en ressentant une oppression dans la poitrine qu'il ne pouvait expliquer. À 9 heures précises, Augusto est apparu dans la pièce. Il portait désormais des vêtements décontractés mais toujours élégants, des bottes en cuir, une culotte d'équitation et une chemise en lin blanc. « Est-il prêt » demanda-t-il, sans regarder directement Jurma. « Oui, monsieur. Je viens de le mettre. »« Super. Tu peux me le confier maintenant. » Jurma hésita. Elle n'a jamais remis en question les ordres d'Augusto, mais quelque chose ce jour-là la rendait particulièrement inquiète. « Monsieur, si vous voulez bien m'excuser, il fait très beau dehors. Je devrais peut-être vous accompagner pour aider avec le petit. » Augusto la regarda enfin avec ses yeux gris qui semblaient figer quiconque osait le contredire. « Ce ne sera pas nécessaire, Jurma. Je sais comment prendre soin de mon fils. » Elle baissa la tête. « Bien sûr, monsieur. Désolé. » Jurma regarda, impuissante, Augusto prendre le garçon par la main et le conduire hors de la pièce. Pedro se retourna une fois, lui faisant un signe de la main joyeux, ne comprenant pas la tension dans l'air. À ce moment-là, un sentiment d'urgence s'est emparé de Jurma. Quelque chose n'allait pas, vraiment pas. Au lieu de retourner à ses fonctions, elle a décidé de suivre discrètement son patron et le garçon. Il les regarda sortir par l'arrière de la maison, vers le sentier qui menait au sommet de la propriété, où se trouvait un belvédère naturel surplombant toute la vallée. C'était un endroit magnifique, mais dangereux à cause de la falaise abrupte. Le sentier n'était pas souvent utilisé, sauf par Auguste, qui s'y rendait parfois pour « réfléchir », comme il le disait lui-même. Ce qui a attiré l'attention de Jurma, c'est le fait qu'Augusto portait un petit sac à dos sur le dos et une corde enroulée autour de sa taille. Pour une simple promenade, cela semblait inutile. Cachée derrière l'un des bâtiments rattachés à la maison principale, elle regardait son patron appeler le contremaître de la ferme. « Nestor, je ne veux personne sur le sentier d'observation aujourd'hui. »« Personne, compris ? Dis à tout le monde que je fais une inspection privée et que je ne veux pas être dérangé. » Le contremaître, un homme corpulent et peu bavard, hocha simplement la tête. « Oui, patron. Personne n'y va aujourd'hui. » Jurma sentit son cœur s'emballer. Qu'avait l'intention de faire Augusto seul avec l'enfant dans cet endroit isolé? Les mots qu'il avait prononcés la veille, lors d'un de ses monologues, après quelques verres de whisky, lui revinrent en mémoire. Ce garçon doit apprendre à être fort dès son plus jeune âge. Je ne peux pas élever un faible comme héritier de ce que j'ai construit. À l'époque, elle n'y avait pas accordé beaucoup d'importance, habituée qu'elle était aux divagations ivres de son patron. Mais maintenant, ces mots ont pris une signification sinistre. Quand Augusto et Pedro ont disparu au détour du sentier, Jurma a pris une décision qu'elle n'aurait jamais imaginé prendre. Il désobéirait à un ordre direct de son patron. Il courut à la cuisine, où Donna Sida, la cuisinière, préparait le déjeuner. « Sida, as-tu vu le patron monter le sentier avec le garçon » demanda-t-il, essoufflé. La femme de 60 ans, qui connaissait la ferme comme sa poche, fronça les sourcils. « Oui, je l'ai fait. Et j'ai trouvé ça étrange. Cet endroit n'est pas sûr pour l'enfant. Il y a quelque chose qui ne va pas, Sida. Il a pris une corde et a interdit à quiconque de grimper là-haut aujourd'hui. » Sida laissa tomber le couteau qu'elle utilisait pour couper les légumes et regarda Jurma. « Que penses-tu qu'il va faire ? » ?»« Je ne sais pas, mais j'ai peur. » « Tu te souviens de ce qu'il a dit hier soir ? À propos du test du garçon,
je pensais que c'était juste des paroles d'ivrogne. Et si ce n'était pas le cas? Insista Jurma, la panique grandissant dans sa voix. Et s'il croit vraiment qu'il doit tester la force de son fils, de cette manière folle qu'il répète sans cesse? Sida n'avait pas besoin de plus d'arguments. Il s'essuya les mains sur son tablier et se dirigea vers l'interphone qui communiquait avec le hangar où se trouvaient les ouvriers agricoles. « Monsieur Bento, c'est le sida. J'ai besoin de te parler de toute urgence. » Il s'agit du garçon. Bento, le contremaître le plus âgé de la ferme Serra Dourada, était un homme de 65 ans à la peau bronzée et aux yeux qui avait vu bien plus de choses qu'il ne révélerait jamais. Il avait travaillé pour la famille Mendonça depuis l'époque du père d'Augusto et connaissait les secrets les plus sombres de cette terre. Lorsqu'il a reçu l'appel de Sida, il a immédiatement remarqué l'urgence dans la voix du cuisinier. « J'y vais », répondit-il simplement. Il n'y avait pas besoin de beaucoup d'explications. Pendant des années, Bento avait vu Augusto se transformer d'un jeune homme arrogant mais prometteur en un homme obsédé par le pouvoir et le contrôle. Il avait également vu l'impact que Mariana Bueno avait eu sur la vie de son patron, peut-être la seule personne qui l'avait vraiment mis au défi et qui, pendant un bref instant, avait semblé adoucir son cœur endurci. Mariana était arrivée dans la région 3 ans plus tôt, à la tête d'un groupe de chercheurs qui étudiait la préservation de la forêt atlantique sur les pentes de la chaîne de montagnes Mantiqueira. Sa première rencontre avec Auguste fut houleuse. Elle l'a confronté publiquement lors d'une réunion municipale locale, l'accusant de déforestation illégale pour étendre ses pâturages. L'affrontement est devenu viral sur les réseaux sociaux, créant une mauvaise publicité pour l'entreprise d'Augusto. Au lieu de poursuivre la jeune femme en justice, comme cela serait typique de son comportement, Augusto a surpris tout le monde en l'invitant à visiter la ferme. « Venez voir par vous-même ce que nous faisons et ensuite, faites-vous votre propre opinion », l'a défiaté-il. Contre la recommandation de ses collègues, Mariana a accepté. Ce qui a commencé comme une visite technique, pleine de discussions animées sur la préservation de l'environnement et le développement durable, s'est transformé en quelque chose d'inattendu. La passion avec laquelle ils défendaient tous deux leurs positions, bien que diamétralement opposées, créa une étincelle que personne, pas même eux, ne pouvait prévoir ou contrôler. Bento se souvenait bien du changement progressif du comportement d'Augusto à cette époque. Pour la première fois, le patron semblait réellement intéressé par l'opinion des autres. Les discussions avec Mariana se poursuivaient jusque tard dans la nuit, sur le porche de la grande maison, et même lorsqu'ils n'étaient pas d'accord, ce qui était souvent le cas, il y avait une étincelle différente dans les yeux du fermier. La nouvelle de cette relation s'est rapidement répandue dans toute la région. C'était un couple improbable. Elle, 30 ans plus jeune, idéaliste, fervente défenseur de la nature. Lui, pragmatique, traditionnaliste, habitué à plier le monde à sa volonté. Pourtant, pendant près d'1 an, cela a semblé fonctionner. Mariana a commencé à mettre en œuvre des projets de récupération environnementale sur la ferme, transformant une partie du terrain en réserve privée. Augusto, à la surprise générale, l'autorisa. Lorsque la grossesse a été annoncée, l'agriculteur semblait vraiment heureux. Il a construit une pépinière luxueuse, a embauché les meilleurs spécialistes et a même commencé à parler de mariage, ce qu'il avait juré de ne plus jamais faire après son 3e divorce désastreux. Cependant, à mesure que le ventre de Mariana grandissait, quelque chose commença à changer chez Augusto. Ce qui était autrefois de l'admiration pour son indépendance s'est transformé en irritation. Les discussions, autrefois stimulantes intellectuellement, se sont transformées en conflits acharnés. Il voulait tout contrôler, son alimentation, les médecins qui la soigneraient, même les vêtements qu'elle porterait. « Vous portez l'héritier de l'empire de Mendonça », disait-il souvent. Ce n'est pas n'importe quelle grossesse. Mariana, cependant, n'était pas une femme qui cédait aux impositions. Il continua son travail, se rendit à des conférences et conserva son autonomie, aux grandes dames d'Augusto. La naissance de Pedro aurait dû être un moment de joie, mais elle est devenue le déclencheur d'une guerre silencieuse. Mariana souhaitait élever son fils avec des valeurs de respect de la nature et de simplicité. Auguste avait prévu de faire de lui le successeur idéal de son empire. Dès le berceau,
les affrontements deviennent de plus en plus fréquents. Et puis, il y a 8 mois, l'accident s'est produit. Mariana revenait d'une réunion en ville lorsque sa voiture s'est renversée dans un virage de la route sinueuse qui traversait les montagnes. Miraculeusement, il a survécu, mais avec de graves blessures. Augusto a immédiatement organisé son transfert vers une clinique en Suisse, affirmant qu'il y recevrait le meilleur traitement possible. Depuis lors, les informations sur son état sont devenues rares et contrôlées exclusivement par lui. Pour le petit Pedro, sa mère n'était plus qu'une image parmi des photographies soigneusement sélectionnées par Augusto. Bento soupçonnait que cette histoire était bien plus complexe que ce que son patron laissait entendre. Dans les jours qui ont précédé l'accident, il a été témoin de discussions particulièrement animées. Mariana avait menacé de lui emmener son fils et de le renvoyer dans sa ville natale, sur la côte de Sao Paulo. Et Auguste ne permettrait jamais à quiconque de lui enlever son héritier. Plongé dans ses souvenirs, Bento se précipita vers la grande maison, où Jurma et Sida l'attendaient avec des expressions paniquées. « Ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, craignant déjà la réponse. Jurma a rapidement expliqué la situation. Augusto monte seul avec le garçon jusqu'au point de vue, personne n'étant autorisé à les suivre. Il a dit des choses étranges sur le fait que le garçon avait besoin de prouver sa valeur, d'être digne du nom de Mendonça, conclut Jurma en tremblant. Hier encore, je disais que le sang faible ne peut pas hériter de ce qu'il a construit. Bento est devenu pâle. Je connaissais bien cette rhétorique. Le père d'Augusto, le vieux colonel Mendonça, avait lui-même utilisé des expressions similaires, et les méthodes du colonel pour renforcer le caractère de son fils avaient été notoirement cruelles. Des histoires qui circulaient encore à voix basse parmi les anciens de la région. Nous devons y aller maintenant, décida Bento. Mais il l'a interdit, se rappela Sida avec crainte. Et depuis quand la vie d'un enfant vaut-elle moins qu'un ordre ? Répondit le contremaître avec une fermeté qui surprit les deux femmes. Je ne me pardonnerai pas si quelque chose arrive à ce garçon et que je n'ai rien fait. La détermination de Bento a donné du courage aux femmes. Ils ont rapidement élaboré un plan. Sida resterait dans la maison, maintenant la communication radio au cas où ils auraient besoin de renforts. Jurma et Bento emprunteraient un chemin alternatif, moins fréquenté et plus raide, qui menait également au point de vue. Ils connaissaient suffisamment bien la propriété pour savoir qu'ils pouvaient y accéder sans être vus par Augusto. Pendant ce temps, au sommet de la falaise, Augusto marchait lentement le long du sentier avec le petit Pedro. Le garçon, inconscient des intentions de son père, était enchanté par les papillons et les oiseaux colorés qui croisaient son chemin. « Regarde, papa, un toucan !» s'exclama-t-il en désignant avec enthousiasme chaque découverte. Augusto a à peine répondu. Son esprit était concentré sur le plan qu'il avait méticuleusement élaboré au cours des dernières semaines. Encore quelques mètres, Pedro, dit-il, lorsqu'ils atteignirent le point le plus élevé du sentier. L'endroit était d'une beauté à couper le souffle. De là, on pouvait voir toute la longueur de la ferme Serra d'Uradae, au-delà, la vallée qui s'étendait jusqu'aux montagnes bleues à l'horizon. L'air était pur et frais, empli du parfum de la végétation indigène, mais c'était aussi un endroit dangereux. Le point de vue naturel a été formé sur un rebord rocheux avec une falaise de près de 50 mètres de haut. Il n'y avait ni barreaux ni protection, c'était la nature dans son état le plus pur et le plus implacable. Augusto conduisit son fils jusqu'à un arbre robuste qui poussait à quelques mètres du bord de la falaise. Là, il a déposé le sac à dos qu'il portait et a sorti une bouteille d'eau, un paquet de biscuits et la corde qu'il avait apportée. « Tu as faim, mon fils ?» demanda-t-il d'un ton étonnamment doux. Peter se sentait excité. Il était rare d'avoir toute l'attention de son père, et ce voyage était une véritable aventure pour ses yeux d'enfant. Ils s'assirent à l'ombre de l'arbre et Augusto permit au garçon de manger des biscuits et de boire de l'eau. Il l'observa attentivement, cherchant des traces de lui-même dans ce visage, mais trouvant surtout celles de Mariana. Les mêmes grands yeux expressifs, le même sourire facile et confiant. Cette similitude le dérangeait. Mariana, qui l'avait défié, qui avait menacé de lui enlever son fils, qui avait remis en question son autorité. Même de loin,
Elle était toujours présente dans cet enfant. Un rappel constant que quelque chose dans sa vie avait échappé à son contrôle absolu. Sais-tu pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, Pedro ? Demanda-t-il finalement. Le garçon, la bouche pleine de biscuits, secoua la tête. Nous sommes ici pour un test important. Pedro ne comprenait pas, mais il souriait quand même. J'ai aimé les tests. À l'école de la ferme, l'enseignant faisait parfois des tests amusants, comme identifier les couleurs ou compter jusqu'à 10. Savez-vous ce que c'est que d'être un Mendonça, a continué Augusto. C'est être fort, c'est relever des défis, c'est prouver que l'on mérite tout ce que l'on a. Tout en parlant, il commença à dérouler la corde. C'était un matériau résistant, utilisé pour capturer le bétail au lasso. Avec des mouvements précis, Augusto attacha une extrémité au tronc de l'arbre. « Viens ici », appela le fils. Pedro lui obéit promptement, sans soupçonner les intentions de son père. Avec un soin presque clinique, Augusto a attaché l'autre extrémité de la corde autour de la taille du garçon, vérifiant à 2 reprises le nœud pour s'assurer qu'il était bien fixé. Il conduisit ensuite son fils quelques mètres plus loin, jusqu'à un point où la vue sur l'abîme était dégagée. La corde était suffisamment longue pour permettre au garçon de se déplacer dans un rayon limité, mais elle le protégeait, l'empêchant d'atteindre le bord de la falaise. « Maintenant, Pedro, tu vas rester ici », expliqua Augusto en s'agenouillant pour être au niveau des yeux de son fils. « Tu vas rester ici et me montrer que tu es un vrai Mendonça. » Le garçon regarda son père confus, ne comprenant pas ce qui se passait. « Où vas-tu, papa ?» demanda-t-il en voyant Augusto se lever et commencer à s'éloigner. « Je descends là-bas, mais je reviens bientôt », répondit-il vaguement, indiquant un point sur le sentier qu'ils avaient escaladé. « Reste ici et sois fort. » Pedro commença à avoir peur. Je n'avais jamais été seul dans un endroit comme celui-là. Ses yeux se remplirent de larmes. « Je ne veux pas être seul, papa », gémit-il en essayant de suivre Augusto, mais il fut arrêté par la corde. Le fermier s'arrêta un instant, endurcissant son cœur contre les cris de son fils. « Si vous ne pouvez même pas être seul pendant quelques heures, comment allez-vous diriger un empire ?» il marmonna pour lui-même. Il a ajouté à voix haute, « Sois un homme, Pedro. Les Mendonça ne pleurent pas. » Sur ces mots, il tourna le dos et commença à marcher sur le sentier, ignorant les appels de plus en plus désespérés de son fils. Dans son esprit tordu, ce n'était pas de la cruauté, c'était une leçon nécessaire. La même leçon que son propre père lui avait enseignée lorsqu'il l'avait abandonné pendant une nuit entière dans les bois alors qu'il avait 7 ans. C'est pour son bien, se dit-il, tandis que les cris de son fils s'estompaient au loin. Un jour, il comprendra. Mais même Auguste, malgré tout son pouvoir et son influence, n'aurait pas pu prévoir ce qui allait se passer sur cette falaise. Le ciel, qui s'était levé d'un bleu clair, commença à changer rapidement. Des nuages se formaient à l'horizon, annonçant l'un de ces orages soudains si fréquents dans la région montagneuse pendant l'été. Le vent s'élevait, balançant les branches des arbres et apportant avec lui l'odeur caractéristique de la pluie. Au sommet de la falaise, le petit Pedro pleurait, effrayé et confus. Il a essayé à plusieurs reprises de suivre la direction dans laquelle son père avait disparu, mais il a été retenu par la corde attachée autour de sa taille. Après quelques minutes de tentatives infructueuses, il s'assit sur le sol rocheux, serrant ses genoux. « Maman », il appela doucement, comme il le faisait parfois la nuit quand il se réveillait de cauchemars. Mais Mariana n'était pas là pour le réconforter. Ni Jurma, ni Sida, ni aucun des visages familiers de la ferme. Les seuls bruits étaient le vent, qui devenait plus fort, et les oiseaux qui volaient rapidement, cherchant un abri avant la tempête. Pendant ce temps, sur le sentier alternatif, Bento et Jurma avançaient aussi vite qu'ils le pouvaient. Le chemin était raide et peu fréquenté, couvert de végétation qui rendait le passage difficile. La nounou, moins habituée à marcher sur un tel terrain, peinait à faire l'effort, mais ne ralentissait pas. L'urgence que je ressentais était plus grande que toute fatigue physique. Nous y sommes presque, encouragea Bento en désignant une clairière au-dessus. À partir de ce point,
nous pourrons voir le point de vue sans être vus. Pendant qu'il grimpait, le contremaître gardait les yeux ouverts, non seulement sur le chemin, mais aussi sur les changements de temps. Il connaissait bien les signes, la pression dans l'air, le vent qui change de direction, les animaux de la forêt qui reculent. Une violente tempête s'approchait et le poste d'observation était le dernier endroit où l'on aurait dû se trouver à son arrivée. « Nous devons faire vite », murmura-t-il plus pour lui-même que pour Jurma. Le temps se gâte. Lorsqu'ils atteignirent la clairière, ils se cachèrent derrière des rochers et regardèrent vers le point de vue. Ce qu'ils ont vu leur a glacé le sang. Le petit Pedro était seul, attaché à un arbre près de la falaise. Il n'y avait aucun signe d'Auguste. « Mon Dieu !» murmura Jurma en portant ses mains à sa bouche. « Il a abandonné le garçon là-bas. »« Viens !» dit Bento, déjà en mouvement. « Attrapons-le avant que la tempête ne frappe. » Ils étaient sur le point de sortir de leur cachette lorsque le bruit de pas les fit reculer. Augusto revint par le sentier principal, marchant lentement, comme s'il n'était pas pressé. Bento fit signe à Jurma de rester où elle était. Ils avaient besoin de voir ce que le patron avait l'intention de faire. Augusto s'arrêta à quelques mètres de l'endroit où Pedro était assis. Il observa son fils pendant de longs moments, avec une expression insondable. Le garçon, le voyant, sauta sur ses pieds, son visage taché de larmes s'illuminant d'espoir. « Papa !» cria-t-il en étendant les bras, mais Augusto ne s'approcha pas. « J'ai appris ma leçon, papa !» continua Pedro, essayant de sourire malgré sa peur. « J'étais fort, comme tu l'as dit. On peut rentrer à la maison maintenant ?» Augusto resta impassible. « Pas encore, Pedro » répondit-il finalement. « Le test n'est pas terminé. » Sur ces mots, il se retourna et recommença à marcher sur le sentier, ignorant les nouvelles supplications désespérées de son fils. Depuis leur cachette, Bento et Jurma regardaient avec horreur. « Il va laisser l'enfant ici pendant la tempête », conclut Bento, la voix tremblante de colère. « Nous devons faire quelque chose. » « Mais quoi ? » « Si on s'approche maintenant, il nous verra, » répondit Jurma, affligé. « Peut-être devrions-nous attendre qu'il soit plus loin. » Et puis, ses paroles furent interrompues par un son inattendu, un hennissement fort et clair traversa l'air. De l'autre côté de la clairière, un cheval émergeait des arbres. Ce n'était pas n'importe quel cheval, c'était un alezan à la robe claire, presque blanche, qui avançait tranquillement vers le point de vue. Il n'y avait pas de cellule, pas de harnais, aucun signe indiquant qu'il appartenait à quelqu'un. Il se déplaçait avec une grâce presque surnaturelle, sa longue crinière ondulant dans le vent. « D'où vient cet animal ?» demanda Jurma, confuse. « Nous n'avons pas de chevaux blancs à la ferme. » Bento fronça les sourcils. « Pas dans toute la région, » murmura-t-il, intrigué. « Les seuls chevaux blancs que je connaisse sont ceux du ranch du colonel Peixoto, de l'autre côté de la montagne. Mais il est impossible que l'un d'eux ait pu venir jusqu'ici seul. » Le cheval continua son avance, ignorant complètement la présence d'Auguste sur le sentier en contrebas. Le fermier, concentré sur ses pensées sombres, n'a pas remarqué l'animal qui s'approchait de son fils. Pedro, quant à lui, a arrêté de pleurer lorsqu'il a vu l'animal majestueux. Toujours attaché à l'arbre, il regardait avec fascination le cheval s'approcher lentement. « Cheval !» il appela doucement, tendant une petite main vers l'animal. À la stupéfaction de tous ceux qui regardaient la scène, le châtaignier s'arrêta à quelques pas du garçon, baissa sa noble tête et permit à l'enfant de toucher son museau. C'était une scène d'une beauté presque mystique, le petit garçon et l'animal imposant se découpaient sur le ciel qui s'assombrissait, dans une communication silencieuse qui transcendait les mots. Et puis, comme s'il répondait à un appel que lui seul pouvait entendre, le cheval s'est couché avec précaution à côté de Peter. Le garçon se blottit instinctivement contre le corps chaud de l'animal, cherchant à se protéger du vent qui soufflait maintenant fort, apportant les premières gouttes de pluie. « Impossible !» murmura Bento, étonné. Au cours de ses nombreuses années passées à côtoyer des chevaux, il n'avait jamais vu un tel comportement, surtout de la part d'un animal apparemment sauvage. Cependant, il n'y avait pas de temps pour contempler ce mystère.
La tempête arrivait et il devait sortir le garçon de là immédiatement. Allons-y maintenant, décida-t-il en se levant. Augusto doit être assez loin pour ne pas nous voir. Les deux hommes quittèrent rapidement leur cachette et coururent vers le poste d'observation. Le cheval, remarquant son approche, leva la tête avec alerte, mais ne montra aucune hostilité. Au contraire, il semblait presque soulagé de voir des humains venir l'aider. Pedro appela Jurma en courant pour serrer le garçon dans ses bras. « On est là, chéri. On est venu te chercher. » Le garçon, somnolé et épuisé par le stress émotionnel, pouvait à peine garder les yeux ouverts. Bento s'empressa de dénouer la corde qui retenait l'enfant. Ses mains calleuses tremblaient, non pas de peur, mais d'indignation. Durant toutes ces années au service de la famille Mendonça, il n'avait jamais imaginé être témoin d'une telle cruauté. « Nous devons descendre avant que la tempête ne s'aggrave », a-t-il averti en regardant le ciel qui s'assombrissait. Et avant qu'Augusto ne s'en rende compte, nous avons sorti le garçon d'ici. Jurma prit Pedro dans ses bras et le serra contre sa poitrine de manière protectrice. Le garçon, se sentant enfin en sécurité, ferma les yeux, épuisé. « Et le cheval ?» demanda-t-elle en regardant l'animal qui se tenait maintenant debout, les observant attentivement. « Laisse tomber, » répondit Benoît. « Il ne semble appartenir à personne, et prendre soin du garçon est notre priorité en ce moment. » Ils commencèrent à descendre le sentier alternatif, se déplaçant aussi vite que le terrain escarpé le leur permettait. La pluie augmentait de minute en minute, rendant les rochers glissants et dangereux. À leur grande surprise, le cheval blanc les suivit à une distance respectueuse, tel un gardien silencieux. Lorsqu'ils arrivèrent à mi-chemin, ils entendirent un cri lointain. C'était Augusto, qui était probablement retourné au poste d'observation et avait découvert que son fils n'était plus là. « Il va nous tuer », murmura Jurma, terrifié. Bento la regarda fermement. « Pas tant que je suis ici », a-t-il assuré. « Maintenant, continuez à descendre. Allez directement chez Donacida. Je vais distraire Augusto. » « Non, monsieur Bento, c'est dangereux, » protesta la nounou. « Cela va devenir encore plus dangereux pour ce garçon si nous ne le sortons pas d'ici maintenant, » a répondu le contremaître. « Allez. » Jurma hésita une seconde avant d'acquiescer et de continuer avec Pedro dans ses bras. Bento, à son tour, s'engagea sur un autre chemin qui le ramènerait au sentier principal, où il retrouverait probablement Augusto. La confrontation était inévitable et il préférait qu'elle se produise loin de l'enfant. La pluie tombait maintenant abondamment, trempant la terre et transformant le sentier en un bourbier glissant. Le tonnerre résonnait parmi les montagnes et les éclairs traversaient le ciel, illuminant momentanément le paysage d'éclairs fantomatiques. Jurma, protégeant Pedro du mieux qu'elle pouvait, a finalement vu l'arrière de la propriété. La cuisine de Donacida, avec ses lumières allumées, semblait être un phare d'espoir dans la tempête. À sa grande surprise et à son soulagement, le cheval blanc la suivait toujours comme un ange gardien silencieux. Lorsqu'elle atteignit enfin la porte arrière, Sida l'attendait déjà, anxieusement. « Dieu merci !» s'exclama le cuisinier en les tirant à l'intérieur. « Tu l'as eu ? Et comment va le garçon ? » Effrayé et fatigué. « Mais ça va », répondit Jurma en posant doucement Pedro sur une chaise près du poêle à bois, où la chaleur était réconfortante. « Nous devons le sécher et le réchauffer avant qu'il n'attrape un rhume. » Alors que les deux femmes s'occupaient de l'enfant, un cri de colère retentit à l'extérieur. Augusto était revenu à la ferme, d'après le son de sa voix, il était dans un état de rage incontrôlable. « Je savais que je ne devais faire confiance à personne dans cette maison, » il a crié. « Où est mon fils ?» Les voix des autres employés ont tenté de le calmer, sans succès. Et puis, un bruit qui glaça le sang de tout le monde, le craquement d'un coup de feu. « Mon Dieu, il est armé », murmura Sida en serrant Pedro de manière protectrice, qui s'était finalement endormi, trop épuisé pour remarquer le chaos qui l'entourait. « Que allons-nous faire ?» La réponse est venue sous la forme d'un hennissement bruyant. Le cheval blanc, resté dans la cour extérieure, se dressa soudain devant la porte de la cuisine, comme pour bloquer l'entrée de toute menace.
Son allure majestueuse, combinée à la pluie torrentielle et aux éclairs, a créé une image presque mythique. Augusto, qui s'approchait de la cuisine, s'arrêta brusquement en voyant l'animal. Pendant un instant, l'homme et le cheval se regardèrent dans un silence tendu. C'était comme si le temps s'était figé à cet instant, avec la tempête qui faisait rage et la foudre projetant des ombres dansantes à travers la cour. Et puis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le cheval avançait lentement vers Auguste, sans menace, mais avec une dignité et un objectif qui semblaient transcender le comportement animal ordinaire. Il s'arrêta à quelques pas du fermier et le fixa d'un regard si pénétrant, si plein de conscience, qu'Augusto fit involontairement un pas en arrière. « Quel est cet animal » demanda la voix tremblante. Personne n'a répondu. Les employés, rassemblés à distance de sécurité, observaient la scène avec un mélange de fascination et de peur. Le cheval se déplaça à nouveau, tournant maintenant lentement autour d'Auguste, comme un prédateur étudiant sa proie. Plus tard, beaucoup jurent avoir vu une lueur surnaturelle dans les yeux de l'animal, surtout lorsque la foudre illuminait la scène. C'est à ce moment-là que Bento arriva enfin, trempé et haletant. Il vit Auguste debout au milieu de la cour, l'arme toujours à la main, entouré du cheval blanc dans une danse mystérieuse. La tempête qui s'abattait sur la ferme Serra Dourada semblait refléter l'agitation qui s'était emparée de la propriété. À l'intérieur de la maison principale, les lumières vacillaient car l'alimentation électrique était instable, tandis que dans la cour extérieure, une scène surréaliste se déroulait sous la pluie torrentielle. Augusto Mendonça, l'homme qui contrôlait tout et tous ceux qui l'entouraient, semblait soudain petit et vulnérable face à l'imposant cheval blanc qui l'entourait. « Éloignez cet animal », ordonna-t-il en brandissant nerveusement son arme, mais personne ne bougea. C'était comme si tous les présents comprenaient instinctivement qu'ils étaient témoins de quelque chose qui dépassait leur compréhension. Le cheval fit un autre tour autour d'Auguste, puis s'arrêta, le fixant du regard. Puis, à la surprise générale, il se retourna et marcha tranquillement vers la cuisine, où Pedro dormait sous la garde de Sida et Jurma. Il s'arrêta devant la porte comme une sentinelle et resta là immobile. Augusto, retrouvant partiellement son calme, s'avança vers la cuisine. « Où est mon fils » demanda la voix rauque de fureur. C'est Bento qui répondit, se plaçant entre le patron et l'entrée de la cuisine. « Vous êtes en sécurité, monsieur Augusto. Et vous feriez mieux de le rester. » Le fermier plissa les yeux, incrédule face à l'insubordination de son employé le plus ancien et le plus fidèle. « Sors de mon chemin, Bento. Ça ne te concerne pas. C'est mon affaire quand il s'agit de la sécurité d'un enfant, répondit fermement le contremaître. Que as-tu fait aujourd'hui? Laisser le garçon attaché près de la falaise pendant une tempête? Ce n'est pas bien. Augusto émit un rire sec et sans humour. N'est-ce pas? Qui es-tu pour juger ce qui est bien ou mal dans l'éducation de mon enfant? Mon enfant? Ses yeux brillaient et la main qui tenait le pistolet tremblait légèrement. Je lui enseignais simplement une leçon importante, la même que mon père m'avait enseignée quand j'avais le même âge. Bento secoua la tête, vraiment triste. Et regarde ce que tu es devenu. Est-ce ce que tu veux pour ton fils? Les mots frappèrent Augusto comme un coup physique. Pendant un instant, son expression faiblit, révélant autre chose que de la colère, peut-être du doute, peut-être de la douleur, mais il se ressaisit rapidement. Assez parlé. Écartez-vous de mon chemin, il leva l'arme et la pointa sur Bento. Le contremaître n'a pas bougé. Ou quoi, monsieur Augusto? Vous allez me tirer dessus devant tous ces témoins, il fit un geste vers les différents employés qui se pressaient maintenant autour, attirés par la confrontation. Alors tu vas tous les tuer pour les faire taire? La tension dans l'air était palpable. Pendant de longues secondes, personne ne bougea ni ne parla. Seul le bruit de la pluie et du tonnerre au loin rompait le silence. Et puis, de façon inattendue, un autre son se fit entendre, les pleurs de Pedro, qui s'était réveillé effrayé par la tempête. Ce son innocent semblait briser quelque chose à l'intérieur d'Augusto. Il baissa lentement l'arme, une expression de confusion remplaçant la fureur sur son visage. « J'aimerais juste qu'il soit fort,
murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. Assez fort pour survivre dans ce monde. Bento a profité du moment de vulnérabilité. Le monde n'est pas forcément aussi dur qu'on le pense, surtout pour un enfant. Il fit un pas prudent vers son patron. Et maintenant, pourquoi ne pas me remettre cette arme et rentrer tous ensemble? Il pleut et on ne prend pas de bonnes décisions dans ces conditions. Pendant un moment, il sembla qu'Auguste accepterait la suggestion, mais ensuite quelque chose changea dans ses yeux, une résolution sombre. Non, dit-il fermement. Tu ne comprends pas, tu ne comprendras jamais. Il se retourna brusquement et se dirigea vers la maison principale, ignorant la pluie qui le trempait. À la porte, il s'arrêta et jeta un dernier regard au groupe rassemblé dans la cour. Tu vas le regretter, a-t-il menacé. Avant de disparaître dans le manoir, un soupir de soulagement collectif parcourut le groupe d'employés. Bento, trempé et épuisé, s'appuya contre le mur de la cuisine. Ce n'est pas fini, prévint-il les autres. Je connais le patron. Il ne lâchera rien. Sida s'approcha, portant Pedro dans ses bras. Le garçon, encore endormi, regardait autour de lui avec des yeux effrayés. Que allons-nous faire? Demanda la cuisinière, l'angoisse dans la voix. Avant que quiconque puisse répondre, le bruit d'un moteur a brisé le silence qui avait suivi la tempête. Deux voitures sont apparues sur la route principale de la ferme, un véhicule de la police régionale et une berline noire discrète mais élégante. Qui cela pourrait-il être? Demanda nerveusement l'un des employés. Bento plissa les yeux, essayant d'identifier les nouveaux venus. La police. Je sais. Quant à l'autre voiture. Il n'eut pas besoin de terminer sa phrase. Une silhouette émergea de la berline noire, ce qui fit figer tout le monde de surprise. Une femme d'une trentaine d'années, les cheveux noirs attachés en un simple chignon, portant des lunettes à monture fine et des vêtements élégants mais sobres. Même si son apparence était différente de ce dont il se souvenait, il n'y avait aucun doute sur son identité. Docteur Mariana, s'exclama Jurma en portant ses mains à son visage sous le choc. En fait, c'était Mariana Bueno, la mère de Pedro et l'ex-compagne d'Augusto, que tout le monde croyait admise dans une clinique en Suisse. Elle marcha rapidement vers le groupe rassemblé dans la cuisine, son regard fixé sur le fils dans les bras de Sida. Pedro, appela-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Le garçon, en entendant la voix de sa mère, s'est immédiatement retourné. Ses yeux s'écarquillèrent en signe de reconnaissance. Maman, il s'écria en tendant la main vers elle. Les retrouvailles ont été émouvantes. Mariana serra son fils fort dans ses bras, les larmes coulant librement sur son visage. Les employés ont assisté à la scène, certains pleurant également d'émotion. Bento, confus, essaya de demander « Comment allez-vous ici ? Nous pensions que vous étiez en Suisse pour suivre un traitement. » Mariana, toujours en train de serrer son fils dans ses bras, a ajouté « C'est ce qu'Augusto voulait que tout le monde croie. » Son visage se durcit à l'évocation de son ancien partenaire. La vérité est bien différente. Avant qu'il ne puisse continuer, l'un des policiers s'est approché. « Madame, nous devons parler à monsieur Mendonça. »« Où est-il » Bento a montré la maison principale. « Il est entré il y a quelques minutes, mais je dois vous prévenir. Il est armé et très énervé. » Les policiers échangèrent des regards inquiets et se dirigèrent vers le manoir, les mains sur leurs armes, prêts à toute éventualité. Mariana s'est tournée vers les employés. « Tu dois être confus et je te dois une explication, mais je dois d'abord savoir ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai reçu un appel anonyme disant que Pedro était en danger. » C'est Jurma qui a raconté l'histoire, décrivant comment Augusto avait emmené le garçon au belvédère, l'avait attaché près de la falaise et l'avait laissé là pendant la tempête dans le cadre d'un test. À chaque mot, le visage de Mariana devenait plus pâle. « Je le savais, » murmura-t-il lorsque la nounou eut terminé. « J'ai toujours su qu'il en était capable. C'est pourquoi j'ai essayé de m'enfuir avec Pedro il y a des mois. » Il s'assit sur une chaise à proximité, tenant toujours fermement son fils. « Ce jour-là, quand j'ai quitté la ferme, il n'y a pas eu d'accident.
Augusto a intercepté la voiture où j'étais avec Pedro sur la route de la ville. Il savait déjà que je comptais partir pour toujours. Sa voix tremblait lorsqu'il se souvenait. Il y a eu une dispute. Il a emmené Pedro de force et m'a menacé. Il a dit que si je ne coopérais pas, je ne reverrais plus jamais mon fils. Les femmes altèrent d'horreur. Bento serra les poings, ressentant une colère qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il m'a forcé à me rendre dans une clinique privée, tenue par un ami à lui, à l'intérieur de Sao Paulo. Pas en Suisse, comme il le disait à tout le monde. Là-bas, j'étais constamment surveillé, soi-disant pour soigner mon instabilité émotionnelle. Il émit un rire amer. En réalité, c'était une prison déguisée, sans téléphone, sans internet, sans contact avec le monde extérieur. Pedro, sentant la tension de sa mère, se blottit plus près dans ses bras. Mariana lui embrassa le haut de la tête, essayant de le calmer. « Comment as-tu réussi à sortir ?» demanda Sida, étonnée. Une des infirmières de la clinique. Elle a commencé à se méfier de ma situation après avoir surpris une conversation entre Augusto et le directeur. Il parlait de me garder indéfiniment, jusqu'à ce que je sois dans la file d'attente. Mariana soupira. L'infirmière a risqué sa vie pour m'aider, m'a prêté son téléphone portable et j'ai pu contacter des amis de mon groupe de défense de l'environnement. Ils ont contacté des avocats qui ont ensuite alerté les autorités. Tous les regards se tournèrent vers la maison principale, où la police était entrée quelques minutes auparavant. « Et maintenant, que se passe-t-il » demanda Jurma avec appréhension. « Maintenant, Augusto devra répondre de tout ce qu'il a fait », répondit Mariana, déterminée. Détention arbitraire, coercition, maltraitance d'enfants, la liste est longue. Il y avait cependant une préoccupation pratique immédiate. « Nous ne pouvons pas rester ici », dit Bento en regardant autour de lui. Même si la police l'emmène aujourd'hui, c'est toujours sa propriété et il a de nombreux alliés puissants. Mariana hocha la tête. J'y ai déjà réfléchi. J'ai préparé un endroit sûr pour Pedro et moi, où nous resterons jusqu'à ce que tout soit réglé légalement. À ce moment-là, un mouvement à la porte de la cuisine attira l'attention de tous. Le cheval blanc, qui était resté silencieux tout au long de la conversation, fit quelques pas dans la pièce, comme s'il voulait participer à la discussion. Pedro, le voyant, sourit et lui tendit la main. « Cheval » s'exclama-t-il joyeusement. Mariana regarda l'animal, confuse. « D'où vient ce cheval ?» Jurma et Bento échangèrent des regards, ne sachant pas comment expliquer l'inexplicable. « Personne ne le sait avec certitude », répondit finalement le contremaître. Il est apparu au poste de guet, a protégé Pedro de la tempête, puis nous a suivis jusqu'ici. La biologiste a étudié l'animal avec un intérêt scientifique, notant sa fourrure inhabituelle, presque blanche, et son apparence majestueuse, qui ne correspondait à aucune race spécifique qu'elle connaissait. Il a sauvé mon fils, dit-il simplement, avec de la gratitude dans la voix. Comme s'il comprenait ses paroles, le cheval s'est approché, permettant à Mariana et Pedro de le toucher. C'était un moment presque surréaliste de connexion profonde entre les humains et les animaux. Un bruit soudain rompit le charme. La porte de la cuisine s'ouvrit avec fracas et les policiers entrèrent, l'air grave. « Madame, nous avons besoin que tout le monde quitte la propriété immédiatement, » dit l'aîné d'entre eux, avec urgence dans la voix. « Ce qui s'est passé ?» Mariana a demandé, alarmée. Monsieur Mendonça a un comportement erratique. Il s'est barricadé dans son bureau et nous avons des raisons de penser qu'il pourrait commettre un acte dangereux. Il n'y avait pas besoin d'en dire plus. Le groupe s'est rapidement organisé pour partir. Les employés se sont précipités pour récupérer les effets personnels essentiels, tandis que Bento prenait les devants en organisant les véhicules disponibles. Toi et le garçon venez avec moi dans le camion, dit Mariana. C'est la voiture la plus résistante que nous ayons, au cas où la route serait mauvaise à cause de la pluie. En quelques minutes, une petite caravane s'était formée sur le chemin de terre menant à la route principale. Mariana, avec Pedro en sécurité dans ses bras, monta dans le camion de Bento. Avant qu'il ne ferme les portes,
un hennissement fort retentit dans la cour. Le cheval blanc observait le mouvement comme s'il comprenait parfaitement ce qui se passait. Et lui? Mariana a demandé en indiquant l'animal. Ne pouvons-nous pas simplement l'abandonner ici? Bento se gratta la tête, pensif. Il semble tout à fait capable de prendre soin de lui-même, madame, et je doute que nous puissions le faire monter dans l'un de nos véhicules. Comme pour confirmer ses paroles, le cheval se retourna et galopa vers les collines, sa silhouette blanche se détachant sur la végétation verte. Je pense qu'il nous dit au revoir, a commenté Jurma avec un sourire triste. Le cortège commença à avancer lentement sur la route boueuse. À travers la vitre arrière du camion, Pedro regardait la ferme qui avait été sa maison disparaître au loin. Son regard d'enfant ne comprenait pas pleinement ce qui se passait, mais il sentait qu'un grand changement s'était produit dans sa vie. « Où allons-nous, maman ?» demanda-t-il en regardant Mariana avec des yeux curieux. Elle sourit en lui caressant les cheveux. « Vers un endroit sûr, mon amour, un endroit où personne ne nous séparera à nouveau. » Alors que la ferme Serra Dourada disparaissait à l'horizon, aucun des occupants des véhicules n'imaginait ce qui allait se passer dans les semaines suivantes, ni comment ce jour allait changer à jamais le destin de la famille Mendonça et de tous ceux qui les entouraient. 6 mois se sont écoulés depuis les événements dramatiques survenus dans la ferme Serra Dourada. L'automne était arrivé sur la côte de Sao Paulo, apportant avec lui une brise plus fraîche et des après-midi légèrement ensoleillés. Dans la petite maison en bois au bord de la mer à Ubatuba, Mariana regardait son fils jouer dans le sable sur la plage pratiquement privée qui s'étendait devant la propriété. Pedro, maintenant âgé de 2 ans et demi, chassait les crabes et construisait des châteaux de sable, son rire cristallin résonnant dans l'air salé. La vie avait complètement changé pour la mère et le fils. Après avoir quitté la ferme cette nuit orageuse, Mariana a tenu sa promesse d'emmener Pedro dans un endroit sûr. La maison de plage appartenait à sa grand-mère maternelle, une dame qui avait vécu de nombreuses années dans une communauté traditionnelle de Kessara avant de décéder, laissant la propriété à sa petite-fille. C'était un endroit simple mais accueillant, avec de grandes fenêtres qui permettaient à la lumière du soleil de remplir chaque pièce et un balcon face à la mer, où Mariana passait désormais ses matinées à travailler à distance sur des projets de conservation de l'environnement. « Peter, ne va pas trop loin », cria-t-il, même s'il savait que son fils était en sécurité. La plage était protégée par des formations rocheuses des deux côtés, créant une petite crique privée, et la mer était calme ce jour-là. Malgré cela, l'instinct maternel de protection restait en éveil. En regardant son fils, Mariana réfléchissait aux événements des derniers mois. L'affaire impliquant Augusto Mendonça avait pris des proportions inattendues. Ce qui a commencé comme une enquête sur une fausse détention et des maltraitances d'enfants s'est rapidement étendu lorsque les autorités ont découvert des documents compromettants dans le bureau de la ferme liés à des négociations illicites avec des politiciens influents et à des projets d'accaparement de terres impliquant des populations autochtones. La presse, qui avait initialement traité l'affaire avec discrétion en raison de l'influence d'Augusto, a changé d'approche lorsque l'un des journalistes les plus respectés du pays a produit une série de reportages détaillant non seulement les crimes contre Mariana et Pedro, mais aussi les crimes environnementaux et économiques perpétrés par l'agriculteur au fil des décennies. L'opinion publique, initialement divisée, se retourne contre Auguste. Son empire a commencé à s'effondrer lorsque les investisseurs ont retiré leur soutien à ses projets et que les politiciens qui avaient été auparavant ses alliés ont commencé à nier toute relation étroite avec lui. Le procès était toujours en cours, mais les preuves contre lui étaient accablantes. Augusto est resté en détention préventive, toutes les demandes d'habeas corpus ayant été rejetées en raison de la gravité des accusations et du risque de fuite, compte tenu de sa fortune et de ses relations internationales. Pour Mariana, cependant, la plus grande victoire n'a pas été la justice légale, mais la libération émotionnelle. Après des mois de thérapie, j'ai commencé à surmonter le traumatisme de la relation abusive et de la période de confinement forcé. Quant à Pedro, les cicatrices psychologiques étaient moins visibles, grâce à son jeune âge et à sa capacité de résilience enfantine. Des séances avec un psychologue spécialisé pour enfants ont aidé le garçon à gérer les événements traumatisants de manière saine, les transformant progressivement en souvenirs flous qui, espérait Mariana, disparaîtraient un jour complètement. « Regarde, maman, j'ai trouvé un coquillage »,
cria Pedro en courant vers elle avec un petit coquillage dans sa petite main. C'est magnifique, mon amour, répondit-il en admirant la trouvaille de son fils. Nous le garderons dans notre collection spéciale. La collection spéciale était un grand bocal en verre, qui était déjà presque plein de coquillages, de pierres colorées et d'autres petits trésors trouvés lors de ces promenades quotidiennes sur la plage. C'était un rituel qu'ils avaient établi, une façon de construire de nouveaux souvenirs pour remplacer les anciens. Le bruit d'une voiture qui approchait interrompit le moment. Sur le petit chemin de terre qui menait à la maison, une camionnette familiale était garée. « Regarde qui est là, Pedro. C'est tonton Bento. » Après les événements survenus à la ferme, Bento avait démissionné du service d'Augusto, bien qu'il y ait travaillé pendant des décennies. « Je ne peux plus faire partie de ça », avait-il expliqué à Mariana lorsqu'il était venu la retrouver quelques semaines après l'évasion. Le contremaître, qui approchait déjà l'âge de la retraite, a décidé d'accepter l'invitation de Mariana pour l'aider à gérer un petit projet d'agriculture durable qu'elle avait lancé sur un terrain adjacent à la maison de plage. Pedro laissa tomber le coquillage sur le sable et courut tout excité pour accueillir le visiteur. Il avait développé un lien fort avec l'ancien contremaître, peut-être parce que Bento représentait une figure masculine positive dans sa vie. Quelque chose qu'Augusto ne pourrait jamais être. « Oncle Bento !»« Oncle Bento !» il cria en sautant de joie. L'homme le plus âgé est sorti du camion avec un large sourire, s'accroupissant pour recevoir l'étreinte enthousiaste de l'enfant. « Comment vas-tu, mon petit explorateur ?» demanda-t-il en le soulevant dans ses bras. « Je deviens plus fort, hein, oncle Bento ? J'ai vu un énorme crabe aujourd'hui, gros comme ça. » Pedro ouvrit ses bras aussi grands qu'il le pouvait, dans une exagération enfantine classique. « Waouh, ça devait être un monstre », répondit Bento, feignant l'étonnement. « C'est une bonne chose que tu sois courageux. » Mariana a regardé l'interaction avec un sourire. C'était réconfortant de voir comment certaines bonnes personnes étaient restées dans leur vie, même après tout ce qui s'était passé. En plus de Bento, Jurma et Dona Sida ont également maintenu des contacts réguliers, leur rendant visite chaque fois que possible. L'amitié de ceux qui ont tout risqué pour protéger Pedro était un trésor qu'elle appréciait profondément. « J'ai apporté les plants que tu as demandés, » dit Bento à Mariana après avoir posé Pedro sur le sol. « Et aussi quelques nouvelles graines que j'ai reçues d'un agriculteur bio de Paraty. Je pense qu'elles s'adapteront bien au sol d'ici. » Merci, Bento. On plante aujourd'hui. Qu'en penses-tu, Pedro? Veux-tu aider maman et tonton Bento dans le jardin? Le garçon hocha la tête avec enthousiasme. L'une des grandes joies que Mariana a découvertes au cours de ces mois a été l'intérêt naturel de son fils pour la nature. Contrairement à Augusto, qui avait essayé d'imposer des valeurs à Pedro dès son plus jeune âge, elle l'a simplement exposé à la nature et a laissé sa curiosité innée s'épanouir de manière organique. Alors qu'il marchait vers le petit potager à l'arrière de la maison, Pedro s'arrêta soudainement, indiquant le chemin qui menait à la partie la plus isolée de la plage. « Regarde, maman, le cheval est encore là. » Mariana et Bento suivirent le regard de l'enfant, mais ne virent rien au-delà de la végétation dense qui bordait le sentier. « Quel cheval, ma chère ? » Mariana a demandé doucement. « Le cheval blanc, maman. Celui de la ferme. » Bento et Mariana échangèrent des regards significatifs. Ce n'était pas la première fois que Peter mentionnait avoir vu le mystérieux cheval blanc qu'il avait sauvé ce jour-là. Au début, ils avaient supposé qu'il s'agissait simplement de souvenirs confus ou d'une partie de l'imagination de l'enfant, mais la constance avec laquelle le garçon voyait l'animal était intrigante. « Il est là-bas et nous regarde », insista Pedro en pointant du doigt avec conviction. Une fois de plus, les adultes regardèrent dans la direction indiquée, mais ne virent rien. Bento s'accroupit à côté du garçon. « Et que fait le cheval, Pedro ? » « Il regarde, oncle Bento. Il regarde toujours, puis il s'en va. »« Et il vient souvent ?» demanda Mariana, curieuse. Peter hocha la tête. « Parfois, quand je joue seul dans le sable, il ne s'approche jamais, il me regarde simplement de loin. » Quelque chose dans la certitude inébranlable de l'enfant fit frissonner Mariana.
En tant que scientifique, j'ai toujours été sceptique à l'égard des phénomènes surnaturels ou inexpliqués. Mais après tout ce dont elle avait été témoin ce jour-là à la ferme, l'apparence mystérieuse du cheval, la façon dont il avait protégé son fils, où elle était moins sûre de ses convictions. Eh bien, c'est peut-être son esprit protecteur, suggéra Bento avec un petit sourire. C'était une explication qui avait du sens dans la vision du monde du contremaître, qui avait grandi en écoutant les histoires mystiques des ouvriers plus âgés des fermes où il avait travaillé. Mariana n'a pas fait de commentaire, mais cette idée résonnait en elle. Quoi que ce soit un véritable animal qui avait suivi Peter jusqu'ici, une manifestation d'une force inexplicable ou simplement l'imagination d'un enfant, il y avait quelque chose de réconfortant dans l'idée que son fils avait un tuteur spécial. Cette nuit-là, après un dîner tranquille avec Bento, qui avait accepté l'invitation de dormir dans la petite chambre d'amis, Mariana mit Pedro au lit. La chambre du garçon était confortable, décorée sur un thème nautique et éclairée par la douce lumière d'un abat-jour en forme d'étoile de mer. « Il est temps d'aller au lit, mon petit », dit-il en déposant un baiser sur le front de son fils. « Maman, raconte-moi une histoire », demanda-t-il avec ses yeux impossibles à résister. « Bien sûr. Quelle histoire veux-tu entendre ? » Celui avec le cheval blanc, répondit-il promptement. C'était sa demande fréquente. Mariana sourit et s'assit sur le bord du lit. Il était une fois un garçon courageux qui vivait dans une très grande ferme. Il a commencé par raconter une version adoucie et magique des événements réels. Dans l'histoire qu'il raconta à Pedro, le cheval blanc était un être magique qui apparaissait pour protéger les enfants spéciaux dans les moments de besoin. C'était un récit qui transformait le traumatisme en magie, la peur en espoir. Quand l'histoire s'est terminée, Pedro était presque en train de s'endormir. « Maman, murmura-t-il d'une voix endormie, le cheval blanc me protégera-t-il pour toujours ? » Oui, mon amour. D'une manière ou d'une autre, il veillera toujours sur toi, répondit-il, croyant sincèrement à ces mots, même sans les comprendre pleinement. Après que Pedro se soit endormi, Mariana a rejoint Bento sur le balcon. La nuit était claire, avec un ciel plein d'étoiles et un croissant de lune qui projetait une lueur argentée sur la mer. Il s'adapte bien, commenta Bento en regardant l'océan. Les enfants ont une incroyable capacité de guérison. Mariana hocha la tête pensivement. Parfois, je me demande si j'ai fait le bon choix en venant ici. C'est si loin de tout, si isolé. C'était exactement ce dont tu avais besoin, dit Bento avec conviction. Loin du passé, un endroit pour recommencer. Ils restèrent silencieux quelques instants, profitant du calme de la nuit. C'est Bento qui a finalement rompu le silence. J'ai entendu dire que les avocats d'Augusto essayaient une nouvelle tactique. Ils prétendent qu'il souffre de troubles mentaux et qu'il ne peut être tenu entièrement responsable de ses actes. Mariana émit un rire sec. Classique. Quand rien d'autre ne fonctionne, plaider la folie. Il secoua la tête. J'espère que ça ne marchera pas. Il est peu probable que cela fonctionne. Les preuves sont trop solides et trop de personnes sont prêtes à témoigner contre lui maintenant qu'il n'a plus peur. Une autre pause. Et Bento d'ajouter, j'ai parlé à Madame Jurma hier. Elle et Madame Sida envisagent d'ouvrir un petit restaurant en ville avec l'argent des indemnités d'accident du travail qu'elles ont reçues. Après avoir prouvé le harcèlement moral, elles veulent elles aussi prendre un nouveau départ. Mariana sourit. Ce serait merveilleux. Donna Sida est la meilleure cuisinière que j'ai jamais rencontrée et Jurma, la meilleure administratrice. Elle ferait un duo formidable. La conversation s'est déroulée naturellement, abordant une variété de sujets. Jusqu'à ce que Bento mentionne avec désinvolture, j'ai pensé au cheval blanc ces derniers temps. Mariana se redressa sur sa chaise, soudainement alerte. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il est étrange, n'est-ce pas ? Personne dans le coin ne savait d'où il venait. Aucune ferme du coin n'élevait de chevaux de cette couleur. Et son comportement ? Je n'ai jamais rien vu de tel depuis toutes ces années passées à côtoyer des animaux. Tu crois vraiment que Pedro le voit encore ? Mariana a demandé avec hésitation. Bento haussa les épaules. Je ne sais pas.
Mais s'il y a une chose que j'ai apprise dans la vie, c'est qu'il y a plus de mystère dans ce monde que nous ne pouvons en comprendre. Il regarda Mariana sérieusement. Ce que je sais, c'est que cet animal a sauvé son fils ce jour-là. Et si Peter dit qu'il le voit encore, qui suis-je pour douter de lui? Mariana n'a pas répondu immédiatement. Son regard erra sur la cour qui s'étendait jusqu'à la plage, partiellement éclairée par le clair de lune. Pendant un instant, il crut presque voir un mouvement à la limite entre le sable et la végétation, quelque chose de grand et de brillant qui se déplaçait avec une grâce surnaturelle, mais ce n'était qu'un aperçu, peut-être un effet du clair de lune sur les vagues. « Tu sais, Bento, dit-il finalement, après tout ce que nous avons traversé, je suis plus ouvert à croire en des choses qui ne peuvent pas être expliquées scientifiquement. » Il sourit. « Le monde est plus riche quand on laisse place au mystère, vous ne trouvez pas ? » Le lendemain matin, lorsque Mariana est allée réveiller Pedro, elle l'a trouvé déjà réveillé, assis sur le lit avec quelque chose dans les mains. « Regarde ce que j'ai trouvé sur mon oreiller, maman, s'exclama-t-il en lui tendant l'objet. C'était un long pelage soyeux, d'un blanc presque lumineux, qui n'appartenait à aucun animal qu'il gardait sur la propriété. « Où as-tu trouvé ça, Pedro ?» demanda-t-il en tenant soigneusement la fourrure. « Tu as dit que c'était sur ton oreiller. » « Oui, c'est le cheval qui est parti. Il m'a rendu visite en rêve et m'a dit qu'il me protégerait toujours. » Mariana sentit une boule dans sa gorge. Elle pouvait trouver une explication rationnelle à ses cheveux mystérieux, mais quelque chose en elle refusait de refuser à son fils le réconfort de cette croyance. « Alors, gardons-le en sécurité, d'accord, suggéra-t-il en souriant. « Il est spécial. » Peter accepta avec enthousiasme et ils déposèrent ensemble la fourrure dans la petite boîte en bois sculptée qu'ils gardaient pour les trésors spéciaux. Plus tard dans la journée, après le petit déjeuner, ils se promenèrent tous les trois le long de la plage. Le vent était doux et le soleil brillait dans un ciel sans nuages. Pedro courut devant, chassant des crabes et ramassant des coquillages. Bento et Mariana les suivaient à quelques pas, discutant calmement des plans du jardin communautaire qu'ils étaient en train de développer. « Tu sais, » dit Mariana en regardant son fils jouer librement, « pendant longtemps après ma fugue de la clinique, j'ai vécu dans la peur. La peur qu'Augusto nous retrouve, la peur de l'avenir, la peur de ne pas pouvoir protéger mon fils. » Il s'arrêta, laissant la brise marine caresser son visage. « Mais maintenant, pour la première fois depuis des années, j'ai le sentiment que nous sommes vraiment en sécurité. » Bento hocha la tête, compréhensif. « Tu le es. Son empire s'est complètement effondré, et même si ce n'était pas le cas, tu es entouré de gens qui te protégeraient à tout prix. » Mariana sourit, reconnaissante. « Comme toi, comme tous ceux qui ont connu ce garçon, » répondit le contremaître en regardant Pedro avec tendresse. « Il a une façon de gagner les cœurs, et apparemment pas seulement les cœurs humains, » a ajouté Mariana avec un petit sourire. À ce moment-là, Peter s'arrêta brusquement de courir et fixa un point éloigné sur la plage, où les rochers formaient une petite crique. Il leva le bras et fit un signe de la main avec enthousiasme. « À qui fait-il signe ?» Bento demanda en plissant les yeux dans la direction indiquée. « Je ne vois personne. » Mariana sourit, une étrange paix l'envahissant. « Peut-être qu'il vaut mieux ne pas demander, » répondit-il doucement. Et tandis qu'il regardait son fils faire signe à ce qui semblait n'être rien d'autre que le vent et les vagues, il ressentit une profonde certitude que peu importe ce que l'avenir lui réservait, Peter serait toujours protégé par des forces au-delà de la compréhension humaine. La fourrure blanche qu'ils avaient trouvée ce matin-là reposait désormais en toute sécurité dans le petit coffre au trésor. Un rappel tangible que certains mystères n'ont pas besoin d'être expliqués pour être réels. Chers auditeurs, nous espérons que le voyage de Mariana et Pedro a touché vos cœurs. L'histoire de ce lien maternel incassable et de la protection mystérieuse du cheval blanc nous rappelle qu'il existe des forces plus grandes qui nous protègent dans les moments les plus sombres. Pour poursuivre ce voyage émotionnel, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes sur les liens familiaux, la protection et les nouveaux départs. Retrouvez-le ici en cliquant sur votre gauche. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer la vidéo. Chaque jour,
nous vous proposons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie brésilienne sous ses multiples facettes. Le cheval blanc, comme Mariana et Pedro, continue son voyage et nous continuons le nôtre, racontant des histoires qui inspirent et émouvent. Ne manquez pas notre prochain contenu et partagez avec nous dans les commentaires si vous avez déjà ressenti la présence d'un gardien invisible dans votre vie.